Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous, très heureux de vous accueillir. Vous êtes bien sur Adokids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur et prochainement à la télévision. Je suis très heureux de vous accueillir en ce mardi 6 août 2024. Soyez les bienvenus dans ce 12e numéro du Monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip, yeah! Soyez les bienvenus et je suis très heureux de vous accueillir en cette magnifique journée estivale ensoleillée. Quel est le programme de notre 12e session? Le voici qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas, 17h30, votre rendez-vous scientifique qui vous propose une nouvelle session avec notre ami Thalès qui nous propose son théorème facilement connu. À 18h, vous aurez rendez-vous avec votre nouvelle navigation chimique qui vous propose de s'intéresser une nouvelle fois à la molécule H2O avec de nouvelles expériences qui vous seront proposées. À 18h30, votre rendez-vous Cockshake qui ne manque jamais d'utilité. Nous allons prendre un magnifique avion direction le Brésil pour vous proposer la plus belle boisson brésilienne. Il s'agit d'un Rio, le cocktail Rio. Vous allez voir, ça va être magnifique. R-I-O. À 19h, votre rendez-vous d'information scientifique qui vous propose bien évidemment le meilleur de l'information en cette magnifique journée au niveau scientifique. 19h30, votre rendez-vous culinaire qui continue de vous régaler et de vous proposer les meilleurs plats de notre chef 5 étoiles. Ce soir, il vous propose de vous réaliser un magnifique dessert ou même un magnifique petit-déj pour bien accompagner l'été, avant de prendre la direction de la rentrée qui se rapproche dans quelques semaines. Vous allez pouvoir prendre une magnifique recette et un bon repas. Il s'agit de pancakes. Vous connaissez notre programme d'aujourd'hui. Eh bien, laissez-moi vous afficher votre magnifique dicton du jour, qui est un dicton pas simple, à rallonge, et qui est signé d'une grande personnalité. Le voici. Le monde et la science ont leurs données propres qui se touchent et ne se pénètrent pas. Attention. L'une nous montre à quel but nous devons viser, l'autre, le but étant donné, nous donne les moyens de l'atteindre. Et c'est signé notre célèbre Henri Poincaré. Et bien ici, il y aura bien des notes carrées, puisque du coup nous allons nous intéresser au triangle, à la géométrie, non, sans blague, dans le 17h30. Mais juste auparavant, pour commencer notre aventure, dans un instant, le 17h Théma vous propose de remonter dans l'ère du temps en mathématiques, après vous avoir parlé donc des mathématiques hier, avant-hier, de vous avoir parlé cette fois-ci. Non, hier, quelle donnée? Hier, on vous a parlé des mathématiques en généralité. Nous allons commencer notre grande aventure dans les mathématiques avec le premier thème des mathématiques. Il s'agit de l'algèbre. Vous allez découvrir ça dans quelques instants. Vous connaissez tout ce que nous allons étudier aujourd'hui. Attention, grandes études scientifiques, non, pas besoin d'avoir un baccalauréat, encore moins un brevet. Nous sommes là pour vous simplifier la tâche et mieux comprendre un petit peu le domaine de la science ici au 21e siècle. Bien évidemment, le matériel nécessaire, vous voyez chez ma blouse, je vais aller chercher dans quelques instants mes lunettes de protection pour les 18h chimiques. Là pour l'instant j'en ai pas besoin. Juste mon petit Velleda et mon petit tableau qui est juste derrière, puis ensuite effectivement les lunettes de protection, bien évidemment aux ateliers cuisine et cocktail, le célèbre tablier avec la toque de cuisine, même pour les ateliers cocktails, c'est très pratique, et surtout vos éléments indispensables pour vous qui êtes chez vous devant votre canapé ou devant votre téléphone en train de suivre notre programme ou par version interposée de l'ordinateur. N'oubliez pas une feuille et un stylo, et c'est le matériel nécessaire pour pouvoir parfaire à notre grande émission de aujourd'hui. Je ne vous rappelle pas les chaînes, encore moins les réseaux sociaux que vous connaissez par cœur, bien évidemment, et notre plateforme sur laquelle vous pouvez nous suivre tout le temps.
la plateforme YouTube, Adokids TV, commentez, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Eh bien, si vous êtes prêts, nous aussi on va se lancer en plein dans les chiffres et les calculs. Ça tombe bien, il n'y a pas que des nombres impairs, il y a aussi des nombres pairs et ça tombe bien, là nous allons commencer déjà par un nombre impair puisqu'il va être bientôt 17h. Nous sommes ensemble pendant 3 heures, encore un nombre impair de 17h à 20h, bien évidemment dans la nouvelle version du 17-20, nouvelle génération. Soyez bienvenus dans le monde de Jerry. C'est parti, en route. Avec votre rendez-vous du 17h20 pour une nouvelle session thématique théorique de la science. Vous savez, à chaque fois qu'il faut un stylo, c'est le matériel nécessaire, et même dans le cœur de Jerry, il y a toujours besoin de ça. Et vous êtes bienvenus dans ce musée. C'est un peu normal. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau du 17-20, nouvelle génération, le monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Bip bip. Yeah, très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour de nouvelles aventures. Bienvenue dans notre 17h théma, votre premier grand rendez-vous thématique théorique, scientifique sur Adokids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur et prochainement à la télévision. Aujourd'hui, nous allons parler d'un domaine très important en mathématiques, puisque hier nous avons défini ce qu'est les mathématiques. Nous allons parler de l'algèbre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'algèbre? Eh bien, tout simple, l'algèbre est une branche des mathématiques qui permet d'exprimer les propriétés des opérations et le traitement des équations et aboutit à l'étude des structures algébriques. Selon l'époque et le niveau d'étude considéré, elle peut être décrite comme une arithmétique généralisée, étendant à différents objets ou grandeurs les opérations usuelles sur les nombres, la théorie des équations et des polynômes. Nous en parlerons beaucoup plus tard, ça, des polynômes. Et depuis le début du XXe, l'étude des structures algébriques, on parle d'algèbre générale ou abstraite. Le domaine d'application de l'algèbre s'étend des problèmes arithmétiques qui traitent de nombres à ceux d'origine géométrique tels que la géométrie analytique de Descartes ou les nombres complexes. L'algèbre occupe ainsi une place charnière dans l'arithmétique et la géométrie. L'arithmétique, nous allons en parler demain, et la géométrie, nous allons en parler un petit peu plus tard, qui permettent d'étendre et d'unifier le domaine numérique. Alors, algèbre est dérivé du titre d'un ouvrage rédigé en 825, Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wa el-Muqabala. Alors, désolé pour la prononciation. En français, ça se traduit par abrégé du calcul par la restauration et la comparaison du mathématicien d'origine persane Al-Khawarizmi. Ce livre avait des objectifs pratiques, le calcul d'héritage, l'arpentage, les échanges commerciaux, etc. et s'inscrivait dans l'époque d'essor des sciences et techniques islamiques. Le mot arabe al-jabr signifie réduction d'une fracture, réunion des morceaux, reconstruction, connexion, restauration, reboutement. Dans le contexte mathématique, il désigne la transformation d'une équation par ajout d'un terme. En langage actuel, par exemple, on peut transformer, et je vais vous l'inscrire sur notre magnifique tableau, deux possibilités, donc AX moins B égale C. Ça, vous avez peut-être connu, en ajoutant la quantité B aux deux nombres de l'équation pour n'avoir que des termes positifs, c'est-à-dire que, ça vous la connaissez,
AX plus B, AX est égal à C plus B. C plus B. Il est à l'origine du mot latin algebra qui a donné algèbre en français. En espagnol, algebrista désigne aussi bien celui qui pratique le calcul algébrique que le rebouteux, c'est-à-dire celui qui sait réduire les fractures. Dès l'Antiquité égyptienne ou babylonienne, les scribes disposaient de procédures pour trouver une quantité inconnue soumise à certaines conditions. Ainsi, les anciens babyloniens et égyptiens savaient déjà résoudre des problèmes qui peuvent être traduits en équations du premier ou second degré. Les Babyloniens utilisaient également la technique des algorithmes, et cela bien avant Euclide. Par exemple, le papyrus Rhind, conservé au British Museum de Londres, il date des années 1650 avant Jésus-Christ, comporte l'énoncé suivant. On doit diviser 100 miches de pain entre 10 hommes comprenant un navigateur, un contremaître et un gardien, tous trois recevant double part. Que faut-il donner à chacun? Dans un autre exemple, un problème babylonien demande le côté d'un carré tel qu'on obtienne 870 en soustrayant ce côté de l'aire du carré. Traduit en termes algébriques, cela revient à résoudre l'équation du second degré suivant, que je vous affiche sur notre écran via notre tableau. C'est-à-dire que x au carré moins x nous permettra de trouver 870. Ce qui revient à dire que je dois trouver le nombre x, sachant que je dois faire x moins x, donc forcément, ça va être beaucoup plus supérieur qu'au chiffre qui est là. D'autant plus que je dois trouver un nombre qui, au carré, c'est-à-dire multiplié par lui-même, puis on en retirera une partie, donnera le chiffre 870. Et x ici désigne le côté recherché. Au IIIe siècle de l'ère chrétienne, Diophante d'Alexandrie pratique une forme d'algèbre pré-symbolique en introduisant une inconnue sur laquelle il opère des calculs. La mathématique grecque appelait analyse la méthode qui consiste à nommer une inconnue et à la manipuler afin de remonter à partir des conditions imposées par l'exercice jusqu'à l'identification des propriétés de l'inconnu qui alors peut être déterminée et devient connue. Dans le monde arabo-musulman, notamment dans le livre que je vous ai cité précédemment, le mathématicien Al-Khawarizmi écrit à Bagdad sous le règne de Al-Mamoun, une large proportion des méthodes utilisées sont issues des résultats élémentaires de géométrie. Pour cette raison, on classe souvent ces premiers résultats dans la branche de l'algèbre géométrique. L'innovation majeure fut l'introduction du concept d'équation. Il s'agissait d'une égalité entre deux expressions mathématiques comportant dans leurs termes des nombres connus et une quantité inconnue. Une telle égalité était la traduction en langage mathématique des conditions imposées par le problème pour découvrir l'inconnu. Par exemple, quel est le carré qui, combiné avec 10 de ses racines, donne une somme égale à 39? Problème que nous traduirons en algèbre contemporaine. Il s'agit plus précisément d'une transcription et non d'une traduction, car la notation en exposant numérique ne commence qu'avec Descartes. Et cette forme qu'on a décrite précédemment, quel est le carré qui, combiné avec 10 de ses racines, donne une somme égale à 39, ça va donner, donc là c'était l'expression littérale, ça va donner en mathématiques x au carré plus 10x. Donc si on reprend x au carré, ça correspond dans la phrase le carré qui est combiné avec 10 de ses racines. Donc la racine ici c'est x. Le carré de la racine c'est donc x au carré et 10 de ses racines 10x qui serait égal à 39. Donc ici il faut trouver le nombre qui remplacerait, qui permettrait de trouver x. Donc du coup il va falloir isoler bon nombre de solutions.
pour pouvoir trouver le résultat de x. En notant x, la racine inconnue du carré. Des symboles spéciaux sont créés pour désigner carré, cube, racine cubique. Donc je vous rappelle, un carré, c'est donc avec un exposant 2, donc x au carré. Vous avez x au cube, qui est donc x exposant 3, ou x puissance 3, comme vous voulez. Et donc du coup à la base on a x. Nous avons également les racines carrées, ici, la racine carrée par exemple de 9 qui est égale à 3. Et puis, vous avez également les racines cubiques. Ça veut dire que, par exemple, si je cherche la racine cubique de... Si je cherche la racine cubique de... Allez, 27, je crois que c'est ça. Non. La racine cubique de 125, ça va être 5. Pourquoi 5? Parce que ici, dans la racine carrée, 3 fois 3, ça fait 9. Donc, la racine carrée, ça correspond à la multiplication du résultat par lui-même. Et ici, pourquoi la racine carrée de 125, c'est 5? Puisqu'on va multiplier par lui-même 2 fois. D'où la racine cubique. Donc, carré, 2 fois le même... 2 fois le x. Et cubique 3 fois le x. Donc du coup on multiplie par lui-même. X fois x nous donnerait 125. Et est-ce que c'est le cas? Eh bien oui, puisque 5 fois 5 ça fait 25, donc il me reste 25 fois 5, et 5 fois 25 ça donne bien 125, puisque 4 fois 25 ça donne 100, et 1 fois 25 ça donne 25, 100 plus 25, 125. La notion d'explosion numérique, même simplement entier, n'émerge pas encore. La légende attribue parfois à Léonard de Pise, dit Fibonacci, l'importation des chiffres dits arabes qu'il aurait découverts lors d'un voyage en Afrique. C'est oublier que Gerbert d'Aurillac, qui les avait étudiés à Cordoue, avait entrepris dit de les imposer à la chrétienté une fois devenu pape de l'an 1000, sous le nom de Sylvestre II. C'est cependant le livre de Fibonacci, Liber Abaci, qui définira la fameuse suite de Fibonacci. On en parlera dans le 17h30 scientifique de Fibonacci et sa suite, et contribuera à populariser l'usage des chiffres arabes et du système décimal en Europe. Le pape Gerbert d'Aurillac avait ramené d'Espagne vers l'an 1000 le zéro, invention indienne que les mathématiciens Al-Khawarizmi et Abou Kamil avaient eux-mêmes fait connaître dans tout l'empire abbasside et aussi à Cordoue. Cette numération de position complète bien le calcul algébrique, d'abord au moyen des algorithmes, mais qui remplaçait peu à peu l'usage de l'abac. Le premier livre imprimé sur l'algèbre a été composé par le franciscain Luca de Burgos. Il a été publié pour la première fois en 1494, puis de nouveau en 1523, sous le titre Summa de Arithmetica Geometria de Proportioni et de Proportionalita. Les mathématiciens italiens du XVIe siècle résolvent l'équation du troisième degré, ou équation cubique. Ferrari, élève de Cardon, résout l'équation du quatrième degré, ou équation quartique. Et la méthode est perfectionnée par Bombelli. À la fin du siècle, le français Viette découvre que les fonctions symétriques des racines sont liées aux coefficients de l'équation polynomiale. Jusqu'au XVIIe siècle, l'algèbre peut être globalement caractérisée comme la suite ou le début des équations et comme une extension de l'arithmétique. Elle consiste principalement en l'étude de la résolution des équations algébriques et la codification progressive des opérations symboliques permettant cette résolution. François Viette, considéré comme le fondateur de notre langage algébrique, innove en notant les inconnus et les indéterminés à l'aide de lettres. Alors que chez Viette, les puissances étaient notées avec des mots latins, René Descartes les note sous forme d'exposants. Et c'est cette écriture qui s'impose. À peu de choses près, nous avons conservé les notations littérales de Descartes, qui construit un véritable symbolisme algébrique.
Le terme algèbre devient alors synonyme de calcul littéral. René Descartes et Pierre de Fermat introduisent également ce que l'on appelle toujours dans les collèges et les lycées la géométrie analytique, autrement dit la géométrie des coordonnées. Les courbes et les surfaces sont représentées par des équations que l'on manipule au moyen de l'algèbre. Les mathématiciens commencent aussi à cette époque progressivement à utiliser des nombres imaginaires pour calculer les racines de leurs équations, parfois même quand ces dernières sont bien réelles. Une étape décisive fut franchie avec l'écriture des exposants fractionnaires, puis rapidement réels et imaginaires. Ceux-ci permettent à Euler d'énoncer sa célèbre formule alors ça c'est une formule pas très connue, EIpi, E exposant IPi plus 1 égale 0. Ça veut dire que EIpi est égal à moins 1, puisque après si on fait le système du passe-passe au niveau des égalités, on obtiendrait EIpi plus égale moins 1. Liant 5 nombres remarquables. Par ces exposants imaginaires s'opère la jonction sans couture du monde algébrique et du monde trigonométrique. La trigonométrie, nous en parlerons peut-être quand nous parlerons de la géométrie. Prendre en compte les solutions des équations, qui sont des nombres complexes, amène d'Alembert à énoncer et Gauss à démontrer le théorème fondamental de l'algèbre. Le voici, le théorème fondamental de l'algèbre. Toute équation polynomiale de degré n en nombre complexe a exactement n racines en comptant chacune avec son éventuelle multiplicité. Sous sa forme moderne, le théorème s'énonce. Le corps C des nombres complexes munis de l'addition et de la multiplication est algébriquement clos. Le 19e s'intéresse désormais à la calculabilité des racines et en particulier à la possibilité de les exprimer par des formules générales à base de radicaux. Les échecs concernant les équations de degré 5 amènent le mathématicien Abel à approfondir les transformations sur l'ensemble des racines d'une équation. Évariste Galois, dans un mémoire fulgurant, étudie le groupe des permutations des racines d'une équation polynomiale et aboutit à l'impossibilité de la résolution par radicaux pour les équations de degré supérieur ou égal à 5. Dès lors, on s'est mis à calculer sur des objets qui ne sont plus forcément des nombres. L'algèbre moderne entame un parcours fécond. Boole crée l'algèbre qui porte son nom. Hamilton invente les quaternions et les mathématiciens anglais Cayley et Hamilton et Sylvester étudient les structures des matrices. L'algèbre linéaire, longtemps restreinte à la résolution de systèmes d'équations linéaires à 2 ou 3 inconnus, prend son essor avec le théorème de Cayley-Hamilton. Toute matrice carrée à coefficient dans le réel R ou dans le corps C annule son polynôme caractéristique. S'ensuivent les transformations par changement de base, la diagonalisation et la trigonalisation des matrices et les méthodes de calcul qui nourriront au XXe siècle la programmation des ordinateurs. Dedekind définit les idéaux qui permettront de généraliser et de reformuler les grands théorèmes arithmétiques. L'algèbre linéaire se généralise en algèbre multilinéaire et algèbre tensorielle. Au début du XXe, sous l'impulsion de l'allemand Hilbert et du français Henri Poincaré, les mathématiciens s'interrogent sur les fondements des mathématiques. Logique et axiomatisation occupent le devant de la scène. Peano axiomatise l'arithmétique puis les espaces vectoriels. La structure d'espace vectoriel et la structure d'algèbre sont approfondies par Artin en 1925 avec des corps de base autres que les réels R ou le corps C et des opérateurs toujours plus abstraits. On doit aussi à Artin, considéré comme le père de l'algèbre contemporaine, des résultats fondamentaux sur les corps de nombres algébriques. Les corps non commutatifs amènent à définir la structure de modules sur un anneau et la généralisation des résultats classiques sur les espaces vectoriels. L'école française, sous le pseudonyme de Nicolas Bourbaki,
Emmené par Weil, Cartan et Dieudonné, entreprend de réécrire l'ensemble des connaissances mathématiques sur une base axiomatique. Ce travail gigantesque commence par la théorie des ensembles et l'algèbre dans le milieu du siècle et confirme l'algèbre comme langage universel de mathématiques. Paradoxalement, alors que le nombre de publications suit une croissance exponentielle à travers le monde, alors qu'aucun mathématicien ne peut prétendre dominer qu'une toute petite partie des connaissances, les mathématiques n'ont jamais autant paru unifiées qu'aujourd'hui. L'étude de ces structures peut être faite de manière unifiée dans le cadre de l'algèbre universelle. L'étude épistémologique de l'algèbre a été introduite par Jules Vuillemin. Alors, quelques histoires de notation européenne moderne, donc les symboles plus et moins apparaissent en 1489 dans l'ouvrage arithmétique de Johannes Winckelmann à Leipzig. Le signe égal apparaît en 1557 chez Robert Recorde parce que deux choses ne sauraient être plus égales que deux lignes parallèles. Les signes supérieurs et inférieurs apparaissent en 1610 chez Thomas Hariot. William Oughtred introduit le signe de la multiplication dans son Clavis Mathematica de 1631. Il introduit aussi les termes de sinus, cosinus et tangente, que nous étudierons un peu plus tard, notamment quand on verra le théorème de Pythagore. Le symbole X pour représenter l'inconnu d'une équation est utilisé pour la première fois par Henri Descartes. On utilisait auparavant des signes spéciaux pour les carrés et les cubes, ainsi que les racines carrées ou cubiques. Le signe de la division est utilisé par Johann Heinrich Hahn en 1659 et introduit en Angleterre par John Pell en 1668. Par extension, on attribue aussi le qualificatif d'algébrique à d'autres parties des mathématiques dont les objets ou les méthodes relèvent de l'algèbre. La géométrie algébrique est la partie de la géométrie qui étudie des courbes ou des variétés algébriques, c'est-à-dire des courbes ou des variétés définies par des équations polynomiales avec des techniques elles-mêmes souvent issues de l'algèbre. La topologie algébrique applique les outils de l'algèbre à l'étude des espaces topologiques en cherchant à associer de manière naturelle des invariants algébriques aux structures topologiques associées. L'analyse algébrique est une branche des mathématiques fondée sur les idées d'Alexandre Grothendieck, puis développée par Mikio Sato, qui utilise notamment les préfaisceaux et l'analyse complète pour étudier les propriétés des hyperfonctions. Et ben voilà, nous avons fait un petit tour des mathématiques et notamment de l'algèbre. J'espère que ça vous a bien plu. Alors, on revient là-dessus, hein. On est parti à la base de ax moins b égale c. On a dit que ax est égal à c plus b. Tout à l'heure, on a dit que x au carré moins x est égal à 870. Donc, il faut trouver x, qui est donc le côté recherché. Mais forcément, le résultat va être supérieur à 870 une fois qu'on aura obtenu le x. Ici, on a x au carré plus 10x égale 39. Donc, il faut trouver x. Et e exponentielle i pi plus 1 est égal à 0. Et je vous rappelle que la notation en mathématiques des inconnus, donc on a x, on peut avoir x qui peut être au carré. Si on fait la forme ax au carré plus b, ax au carré plus bx plus c égale 0. Et puis on peut avoir aussi le système cubique avec x au cube. Les racines carrées, tout simple, ça veut dire qu'on multiplie le nombre, le résultat par lui-même pour obtenir le chiffre qui est en dessous de la racine. Donc ici, racine carrée de 9 est égale à 3. Et donc, racine cubique, c'est le même principe. Et donc, du coup, on va encore plus loin puisque, du coup, on va multiplier le résultat 3 fois par lui-même. Ce qui veut dire que la racine cubique de 125 est égale à 5. Voilà, c'est ainsi que se termine notre programme de ce 17h théma. Bonne nouvelle, nous avons parlé d'algèbre, demain nous parlerons d'arithmétique.
dans notre 13e numéro. Notre 12e numéro s'achève, merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente après-midi ensoleillée sur AdoKids TV. Dans un instant, vous allez retrouver le 17h30 scientifique pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente après-midi et une très belle soirée en notre compagnie. Merci, salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est ainsi que se termine ce 17h TVA. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons pour de nouvelles aventures dès demain. Et tout de suite, il va y avoir votre rendez-vous scientifique le 17h30 avec l'histoire d'un des plus grands scientifiques de notre ère. Vous avez vu les réseaux sociaux, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur AdoKids TV ensoleillée. Merci, c'est vrai.